Alors avant tout, peu importe la question qu'on va se poser en primatologie, on va devoir apprendre le répertoire comportemental de l'espèce. Le répertoire comportemental de l'espèce, ça va être toutes ses mimiques faciales, ses gestes, ses vocalisations. Et ils vont nous dire justement si, quand on observe les primates interagir entre eux, ils sont dans une interaction agressive, une interaction affiliative amicale, une interaction neutre, etc. Donc ça, ce répertoire comportemental, il faut savoir qu'il a été décrit. Alors selon les espèces, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, mais par des primatologues qui ont justement observé une espèce et essayé de décrire le comportement des individus. Et donc pour chaque mimique, pour chaque geste, pour chaque son, ils ont essayé de repérer justement dans quelles conditions ça se produisait, agressive, neutre, affiliative, avec des apparentés, avec d'autres individus. Et ainsi, on a pu établir le répertoire comportemental d'une espèce. Par exemple, une interaction agressive, ça va être la mimique d'agression. Alors l'individu, justement, il va froncer ses sourcils, et puis il va pousser des cris un peu rock du style « oh, 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 oh ». Ça, c'est justement une agression. Et l'individu en face, s'il se sent agressé et s'il est soumis, et bien lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer un signe de soumission, justement, de peur, où il va écarter les lèvres et montrer les dents un petit peu comme ça. Et s'il est vraiment stressé, il va pousser des cris avec « i », voire de plus en plus fort. Donc quand on arrive à voir justement à travers ces signaux, les interactions qui sont en train de se passer, mais aussi qui est l'agresseur, qui est l'agressé, qui est le dominant, qui est le dominé. Et en fonction de la fréquence de ces interactions, on va pouvoir aussi déterminer globalement si finalement cet individu est peut-être du clan de l'individu qu'il est en train d'agresser, ou alors si c'est son apparenté, etc. Puisque en fonction des liens d'apparenté, plus ou moins distants, on ne va pas avoir les mêmes fréquences ou les mêmes formes des comportements. Donc en étudiant les interactions, on va savoir qui sont les dominants. Et ici, justement, à Jikokudani, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qui se baigne tout le temps dans le onsen. Et on a pu établir que c'était le clan dominant et les dominants qui se baignaient tout le temps dans les onsen. Mais avant, il a fallu déterminer que ces individus étaient les dominants. Donc il y a toute une phase préliminaire qui va être d'identifier les individus, puisque savoir si un individu est dominant, ça veut dire aussi savoir le reconnaître. Donc on le reconnaît à son visage, tout simplement. En tant que primatologue, on apprend. S'il y a 100 individus, il faut savoir les reconnaître, les 100 individuellement. Et ensuite, quand on sait qui il est, il faut savoir déterminer sa position au sein du groupe. Et là, on va justement déterminer par rapport à qui il est soumis ou il se sent agressé, par rapport à qui il est dominant et il agresse, etc. Et donc, au fur et à mesure des interactions, on va pouvoir établir son rang de dominance au sein de tout ce groupe. Mais ça veut dire qu'avant d'étudier si ou quels singes sont dans les onsen, il faut étudier toute cette dominance et ça prend déjà 3 à 6 mois. Et la reconnaissance des individus peut prendre de 1 à 2 mois. Donc déjà toute cette phase préliminaire, elle prend à peu près 6 mois à 1 an à se faire. Mais ensuite, quand on la connaît tout le temps. C'est-à-dire que chaque nouveau chercheur qui va revenir sur le terrain va devoir réapprendre, mais pas réapprendre depuis le début. Il va disposer d'un cahier avec des photos, avec les noms des individus et avec les rangs des individus, donc ça sera beaucoup plus rapide pour lui de pouvoir réapprendre tout ça. Et ensuite, lui, s'il vient avec des nouvelles questions, les déplacements collectifs, les onsen, qui se nourrit en premier, etc., il pourra aller plus vite pour répondre à sa question. Alors, un comportement qui est culturel, c'est un comportement qui va être présent dans au moins un groupe et absent dans au moins un autre groupe et qui ne peut pas s'expliquer d'un point de vue écologique. Donc ça, c'est assez intéressant. Par exemple, si ici à Jikokudani, il y avait un onsen et ce onsen, on ne le retrouvait pas ailleurs au Japon, on ne pourrait pas dire que c'est un comportement culturel parce que les autres singes qui ne se baigneraient pas parce que le onsen est tout simplement absent. Par contre, les onsen, il y en a ailleurs au Japon et on ne voit pas les singes s'y baigner. Donc ici, on a un comportement qui est culturel parce que les singes le font ici et ne le font pas ailleurs. Et ça aussi, il faut le suivre et savoir comment il se transmet de génération en génération. Donc regardez un peu le mécanisme d'apprentissage qu'il va y avoir derrière. Est-ce que ça se fait exclusivement des mères aux enfants?
Est-ce que ça se fait de manière horizontale? Est-ce qu'il y a des variations au sein du groupe? Par exemple, à Arashiyama, avec le fait de jouer au caillou, ou même dans la façon de se toiletter, eh ben, on a pu voir qu'il y avait des transmissions matrilinéaires et des variations en fonction de la parenté. Ça veut dire que quel clan d'apparenté va toiletter de cette manière, tel clan d'apparenté va toiletter d'une autre manière. Donc on a vraiment en plus une transmission culturelle intergroupe, on a aussi une transmission culturelle interfamiliale. Quand on a un nouveau comportement qui se produit dans un groupe, quand il y a un individu qui va innover et que ce comportement va se transmettre des individus, de cet individu innovateur aux autres individus, on va essayer de comprendre comment il s'est transmis, la vitesse de transmission d'individu à individu, jusqu'à ce que l'ensemble des membres du groupe ait acquis le comportement, si il est acquis par l'ensemble des membres du groupe, parce que des fois il y a un certain plateau qui est atteint. Et donc on va utiliser différentes choses, on va utiliser les mécanismes de transmission, les mécanismes d'apprentissage. Donc là on va essayer de voir justement comment ça se produit, si c'est de l'enseignement. C'est-à-dire est-ce que la mère va essayer de modifier le comportement de son petit. Ça c'est assez rare, en tout cas c'est pas présent chez les macaques. Si ils comprennent le but et puis qu'ils vont utiliser des autres objets, ou alors ils ne comprennent pas le but et ils vont toujours utiliser le même objet, etc., etc. Et on va également regarder l'influence du réseau social. C'est-à-dire, est-ce que c'est les individus proches qui vont d'abord acquérir le comportement, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus global, du coup ça on va pouvoir le voir à travers justement la transmission dans le réseau social. Donc le réseau social c'est aussi quelque chose qu'il faut étudier auparavant. Au même titre que la dominance, on va essayer d'établir quelles sont les relations d'amitié entre chaque paire d'individus, ce qu'on appelle relations affiliatives, c'est-à-dire le temps qui passe à proximité, le temps qui passe à se toiletter, etc. On essaye d'utiliser des nouvelles technologies. Donc il y a toujours l'observation qui est intéressante, puisque ça permet vraiment de voir et de confirmer. Mais parfois il y a des choses qui sont assez compliquées à mettre en place. Il y a certains individus de certaines espèces qu'on ne peut pas tout le temps observer. Donc on va utiliser de la nouvelle technologie comme des loggers ou des petits capteurs qu'on va mettre sur les individus qui vont enregistrer leur position GPS, leur activité ou encore les proximités entre les individus. Donc ça c'est un premier point. Et aujourd'hui aussi on va modéliser un peu les comportements des individus et on va modéliser la transmission d'informations, parce que quand il y a une information qui se transmet dans un groupe, mais c'est pareil, on a du mal à comprendre exactement qui l'a appris de qui. Ça c'est pas quelque chose qui s'observe, c'est pas quelque chose on ne peut pas le confirmer exactement, puisqu'un individu à partir du moment où il va produire un comportement, on sait qu'il l'a observé chez tel individu, mais chez tel individu aussi. Alors du coup, qui l'a vraiment influencé? Qu'est-ce qui l'a vraiment influencé? Et ça, c'est à travers la modélisation des comportements. Donc, c'est-à-dire, on va recréer virtuellement et informatiquement des singes et des règles dans un programme. On va lancer ces simulations. Elles vont nous permettre de confirmer certaines hypothèses par rapport à la transmission de l'information ou l'influence des relations sociales. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement tester de manière anonyme, comme si les individus ne se connaissaient pas, et qu'on regardait aléatoirement comment l'information va se transmettre. On peut rentrer le réseau de parenté, on peut rentrer le réseau des relations affiliatives, on peut rentrer le réseau de dominance, on peut rentrer dans ce modèle différents types de réseaux, et en testant indépendamment les uns des autres ces types de réseaux, ce qu'on ne peut pas faire dans le milieu naturel puisqu'on ne peut pas séparer la parenté des relations affiliatives des relations de dominance, on va pouvoir justement tester exactement et confirmer exactement quel réseau influence plus la transmission des cultures. Qu'est-ce qui fait qu'un individu fait émerger un comportement ou qu'un individu est innovateur? Il y a différentes hypothèses par rapport à ça. La première hypothèse, c'est un peu comme chez les humains, c'est-à-dire que chez les humains, on a des capacités intellectuelles qui sont différentes entre les individus, et il y a certains individus qui sont
ou qui naissent avec des capacités intellectuelles assez exceptionnelles par rapport à la moyenne. Et bien, chez les primates non humains, c'est à peu près la même chose. Il va y avoir des macaques qui vont naître avec des capacités assez exceptionnelles. Et par rapport à ça, et bien, ces macaques vont pouvoir présenter des innovations qui n'ont jamais été présentes auparavant. Et si ces innovations ont un intérêt, ont une utilité pour chacun des individus du groupe, et ben on va voir cette innovation se transmettre d'individu à individu. Ça, c'est un premier point, l'intelligence. Et après, on pense aussi qu'il peut y avoir, comme chez les humains, des individus un peu spéciaux, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence un peu différente, comme chez les autistes, chez les humains, et que ces personnes, aussi exceptionnelles par leur façon de voir le monde différent, de manière différente, et ben finalement vont aussi découvrir de nouveaux comportements, de nouvelles choses à utiliser, de nouveaux instruments, et par rapport à ça, et ben ça va ensuite se transmettre de la même façon. Alors il faut savoir qu'on a l'ensemble des éléments, ou l'ensemble de la technologie qui nous permet aujourd'hui de tester la transmission culturelle ou la cognition des primates sur le terrain. Mais ce n'est pas encore quelque chose qui a vraiment été fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces expériences-là n'ont été réalisées et ont abouti simplement que chez les singes vervets, grâce à Erika van de Waal, où elle a justement testé sur le terrain des fruits artificiels et elle a pu voir comment ça se transmettait d'individu à individu. Et elle vient de tester justement aussi un système embarqué informatique avec tablette tactile pour tester sur le terrain. Et ça, cette tablette tactile sur laquelle les singes peuvent appuyer, nous permet d'aller plus loin que le simple système d'ouverture de fruits artificiels, puisque là, on peut essayer de tester différentes combinaisons, différents tests, par exemple appuyer sur des points, et puis voir si l'individu à côté qui observe peut appuyer sur les mêmes points, ou va appuyer sur des points différents sur l'écran, etc., etc. Et ça, oui, aujourd'hui, ça a été réalisé que par Erika van de Waal sur les singes vervets. Mais étant donné les conditions qu'on a au Japon et les différents groupes qui sont connus de macaques japonais, il est fort possible qu'on puisse réaliser dans les années à venir ces expériences-là sur cette espèce.